En Mauritanie, c'est sous les signes de la consolidation de la paix et de l'unité nationale que Mohamed Ould Abdelaziz place son second mandat de 5 ans. Il a été investi hier, c'était en présence de plusieurs chefs d'État, dont Ibrahim Boubacar Keïta. Coup d'envoi aujourd'hui de la 8e édition du symposium des sciences appliquées au Mali. Sur le sujet, une vingtaine de communications sont prévues. Femmes et secteur informel, c'est le dossier que vous propose la rédaction dans le cadre de la panafricaine des femmes. Nous verrons dans ce reportage que des milliards de francs CFA sont investis pour leur accompagnement. Toujours dans le cadre de la journée panafricaine, le dossier culture s'intéresse à une artiste du haut de ses 70 ans, continue à inspirer la jeune génération. Il s'agit de Mariam Bagayogo avec son Goussoumbala, un rythme du Bélédougou. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Tout d'abord, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé à Washington ce soir, accompagné de son épouse. Le chef de l'État prendra part au sommet États-Unis-Afrique. Cette rencontre de haut niveau vise à renforcer les liens de coopération entre les États-Unis et le continent africain, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'économie et des échanges commerciaux. Voilà, nous voyons le président de la République donc déjà à Washington. En marge du sommet, le président Ibrahim Boubacar Keïta aura des entretiens avec plusieurs personnalités américaines et rencontrera la communauté malienne vivant aux États-Unis. Donc voilà les images d'arrivée du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à Washington pour ce sommet États-Unis-Afrique. Voilà l'arrivée du président de la République à Washington. Le président de la République et son épouse. Voilà, avant donc l'étape de Washington, le président de la République était hier à Nouakchott. Ibrahim Boubacar Keïta a pris part à la cérémonie d'investiture de Mohamed Ould Abdelaziz, réélu à la tête de la Mauritanie pour un second mandat de 5 ans. Cet événement a mobilisé plusieurs autres chefs d'État et personnalités venus du continent et d'ailleurs. Le président mauritanien place ce nouveau mandat sous le signe de la consolidation de la paix et de l'unité nationale, reçu de nos envoyés spéciaux à Nouakchott, Ibrahim Traoré, Abdoul Salam Bambara. Le président de la République est arrivé dans la capitale mauritanienne en début d'après-midi. Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné de son épouse et d'une forte délégation, est accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre mauritanien. Les Maliens de Mauritanie étaient également non loin de là pour le souhaiter la bienvenue. Le chef de l'État répond ainsi à l'invitation de son homologue mauritanien pour une cérémonie officielle d'investiture. Mohamed Ould Abdelaziz a été réélu le 21 juin dernier à la tête de ce pays, ami du Mali. Et c'est dans un stade olympique de Nouakchott plein à craquer qu'il a été accueilli par ses invités de marque et surtout par une véritable foule en liesse. Juste après, le président réélu de la Mauritanie est solennellement investi par le Conseil constitutionnel pour un second quinquennat. Mohamed Ould Abdelaziz place ce nouveau mandat sous le signe de la consolidation des acquis, notamment de la paix, de l'unité nationale et du développement de la Mauritanie. Et le président Ibeka de lui réitérer tout le soutien du peuple malien. Cela est de convenance absolue que je vienne à l'invitation de mon frère Mohamed Ould Abdelaziz témoigner notre considération, notre amitié, notre fraternité avec un frère qui très récemment a prouvé à suffisance combien le Mali lui tenait à cœur. Vous l'avez vu, sans désemparer, quitter la réunion de Rabat à Kigali pour se rendre au Mali, dès qu'il a appris ce qui s'est passé à Kidal. C'était le 21 mai. Et
Le lendemain, il était à Bamako. Le surlendemain, il était à Kidal pour nous rapporter un cessez-le-feu. Quand un tel frère est reconduit dans la confiance absolue du peuple mauritanien, notre devoir est d'être à ses côtés. Nous sommes venus, nous avons été considérés et nous avons transmis toutes les félicitations du peuple malien, tous nos encouragements à continuer à porter haut le flambeau de la Mauritanie sur le chemin du progrès, tel que nous l'avons constaté nous-mêmes lors de notre visite d'État à Nouadhibou et à Nouakchott. Et la coopération bilatérale également va son train. Il y est engagé, je le suis également, et Inch'Allah, dans les temps à venir, nous en aurons le fruit. C'est une belle cérémonie à laquelle nous avons assisté. Solennelle, dépouillée, sobre, mais pleine de sens. À l'issue de l'élection présidentielle, Mohamed Ould Abdelaziz a obtenu 81% des voix. Le taux de participation a été de 54%. Outre Ibrahim Boubacar Keïta, plusieurs autres chefs d'État et personnalités du continent et d'ailleurs étaient présents à cette cérémonie d'investiture. Je vous le disais en titre, 8e édition du symposium des sciences appliquées au Mali. Les travaux ont démarré cet après-midi sous la présidence du Premier ministre Moussa Mara. Au menu de ces 7 jours d'échanges scientifiques, 4 plénières et une vingtaine de communications sont au programme. Les détails avec Alousseni Touré. C'est à partir de l'an 2000 que des membres de la diaspora malienne, à travers le réseau Mali Link, ont mis en place une plateforme dénommée Mali Link, à l'initiative du symposium. Et depuis que de chemins parcourus pour aboutir à la présente, la 8e du genre. Nous ne nous lasserons jamais de le répéter, que par manque d'idées, une invention est perdue. Par manque d'invention, une entreprise est perdue. Et par manque d'entreprise, des milliers d'emplois sont perdus. Le thème de cette édition est « Réseau du savoir pour le développement ». Le symposium touchera à plusieurs domaines scientifiques comme l'agriculture, l'eau, l'environnement, les énergies renouvelables et bien sûr l'informatique et les nouvelles technologies de la communication. Le gouvernement malien attend beaucoup de ces échanges qui pourront améliorer la pratique des sciences au Mali. L'édifice paraît remarquable certes, mais il le sent fragile et susceptible à tout moment de s'écrouler. Cela pose évidemment la question de l'institutionnalisation qui a été soulevée dans le passé et reprise multiforme. Même s'il paraît tout à fait logique de franchir le pas de cette institutionnalisation, c'est en travaillant avec les organisateurs que je me suis personnellement rendu compte de l'urgence de la démarche. Le MSAS a ainsi besoin d'une structure permanente pour faire le travail qu'il a initié et qui contribue au partage des connaissances et à la mise en réseau des acteurs de la recherche dans notre sous-région. En tout cas, les organisateurs peuvent compter sur le chef du gouvernement, lui-même scientifique, car ayant publié des œuvres sur le Mali. Je vous encourage à poursuivre, toujours plus fort et toujours plus haut. Et nous, autorités nationales, serons à vos côtés pour affronter avec succès les défis majeurs que vous devez relever et aider en même temps le système d'enseignement supérieur à relever les siens. Dans cette perspective, nous devons tous réfléchir à quelques actions utiles. Établir une base scientifique solide pour des discussions futures à l'élaboration de politiques publiques en matière d'éducation, d'enseignement, de recherche et de culture. Appuyer et approfondir le débat public sur les relations entre académie et sphères de décision. Créer une plateforme opérationnelle pour les échanges scientifiques de haut niveau entre partenaires maliens, africains et internationaux. Offrir aux scientifiques basés au Mali et en Afrique l'opportunité de présenter et publier des résultats de recherche originaux. Renforcer les projets de recherche collaborative entre l'Afrique et les autres régions du monde à travers les échanges d'étudiants et de chercheurs. Le symposium gagne toujours en qualité et en nombre de participants. Pour cette édition, les scientifiques sont de 22 nationalités. L'avenir de l'Afrique est dans les sciences, ceci d'une part, et d'autre part aussi, il faudrait impliquer la fille et la femme dans les sciences. Parce que la fille et la femme représentent maintenant plus de 50% de la population africaine. Et ce n'est pas possible que l'Afrique puisse se développer en ne profitant pas
de 50% de sa population. Nous avons des compatriotes en dehors de ce pays qui pensent beaucoup à ce pays et qui font tout pour que la science soit au service vraiment du développement de ces populations. Et ce que je veux attendre personnellement de la présente session, c'est que les Maliens encore se resserrent encore davantage pour essayer de reconstruire carrément le tissu social, et je crois que c'est ce qui est plus important. Le symposium enregistrera 4 plénières, une vingtaine de sessions et une soixantaine de communications. Outre le CICB, l'Agence universitaire de la francophonie et la faculté des sciences et techniques abriteront les ateliers. D'une rencontre à une autre, et nous restons avec le Premier ministre Moussa Mara qui a présidé hier les travaux de la conférence intitulée « Débat intergénérationnel pour la sauvegarde de l'unité nationale dans la diversité culturelle et religieuse ». Le débat en question est organisé par le mouvement Sauvons le Mali, c'est ce que nous dit Youssouf Diakité. Le rôle des autorités, celui des jeunes, de l'enfant et de la famille dans la sauvegarde de l'unité nationale. Voilà les 4 thèmes respectivement développés par les conférenciers. À écouter les interventions, il ressort que la restauration de la paix et la stabilité du pays constituent une préoccupation commune. Le débat intitulé « Débat intergénérationnel » est motivé par le mouvement Sauvons le Mali. À partir de ce débat intergénérationnel, il y aura des recommandations, des propositions concrètes sortiront de ce débat que nous allons formuler en action pour pouvoir poser des actions qui ont des impacts réels sur la question. On a voulu d'abord aujourd'hui ce débat intergénérationnel pour que la jeune génération puisse se ressourcer. Parce que pour faire un combat, pour chercher à résolver un problème, il faut d'abord le connaître. Il faut d'abord le connaître, l'analyser, pour voir aujourd'hui de quel mal le Mali souffre. Donc depuis 50 ans, ce mal on n'a pas pu avoir un remède par rapport à ces problèmes répétitifs qui aujourd'hui nous l'avons vécu, nos pères l'ont vécu, et on souhaite vivement que nos enfants ne puissent pas le vivre. La recherche de l'unité nationale est au cœur du programme gouvernemental. C'est ce que justifie la présence de plusieurs personnalités, hommes des sciences et de la culture, notamment celle du Premier ministre, qui, dit-il, l'initiative cadre parfaitement avec les objectifs des autorités. Les aînés qui ont encore suffisamment d'énergie s'engager. Les leaders communautaires et autres qui ont aussi envie de participer à cette œuvre de construction nationale. La jeunesse qui a, dans un sursaut de patriotisme, décidé de s'impliquer sur les questions de crise, les questions de résolution de crise. L'assistance a posé plusieurs questions, celles surtout relatives à quand la stabilisation définitive du pays. Les conférenciers expliquent que la réponse à cette interrogation se trouve dans la compréhension mutuelle. Et puis, le gouvernement de la République du Mali a le profond regret de porter à la connaissance de l'opinion nationale qu'une embarcation partie des côtes libyennes le 14 juillet 2014 avec à son bord 110 passagers, dont 87 Maliens, a été retrouvé chaviré le 28 juillet, faisant 109 morts. Le seul rescapé du nord de Massira Sako était un ressortissant de Soroma, cercle de Bafoulabé. Malgré la situation en Libye, le gouvernement de la République du Mali a pris toutes les dispositions utiles et indispensables pour aider à l'identification des victimes qui sont presque toutes de la région de Kayes. À cette triste occasion, le gouvernement du Mali exprime sa compassion et de toute la nation entière et ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, donc des victimes. Cela dit, bientôt des logements pour les travailleurs des mines de la société Gunkoto SA. Ils viennent d'avoir un site à Diatoula. Et déjà, les travaux de construction des logements ont été lancés hier par le ministre des Mines en présence de plusieurs personnalités. Dans moins de 24 mois, la nouvelle cité sortira de terre et portera le nom de Marc Bristow, directeur exécutif de Randgold Resources. Mohamed Ould Mamouni nous en parle.
L'un des plus grands soucis des travailleurs des mines de la société Gunkoto SA relative à l'habitat vient d'être pris en compte. Ils ont bénéficié de cet espace qui va abriter dans les mois à venir des logements sociaux de type F4. Situés à Djatoula, dans la périphérie de Bamako, ce sont des dizaines de familles qui seront logées sur ce terrain. Un geste qui fait la fierté de la coopérative d'habitat des travailleurs miniers bénéficiaires. Le syndicalisme constructeur puisse réellement avoir l'opportunité de faire loger l'ensemble des camarades adhérents, disons, pour que chacun de nous puisse avoir une retraite paisible. Donc, sincèrement, je salue l'ensemble des partenaires. La pose de la première pierre de la nouvelle cité des miniers de Gunkoto SA a été effectuée par le premier responsable du département des mines en présence de plusieurs autres personnalités. Le projet qui prend corps aujourd'hui avec le lancement officiel des travaux est un programme qui sera exécuté sur une surface de 5 hectares, morcelé en 110 parcelles, entièrement viabilisées, dont 75 logements, comprenant 15 F2 en dalle, 20 F3 en dalle, 30 F4 en dalle, 10 F5 en dalle et 25 terrains nus. Je suis donc particulièrement satisfait de procéder aujourd'hui à la pose symbolique de cette première pierre qui marquera officiellement la concrétisation d'un projet déjà ancien de réalisation de logements destinés aux travailleurs de la mine de Gunkoto SA. Je voudrais saluer l'initiative qui constitue un exemple réussi, qui constituera, en tout cas je l'espère, un exemple réussi pour d'autres. Aujourd'hui, se procurer d'un chez-soi à Bamako ou environ relève d'un parcours du combattant. Cette action vient donc enlever une épine du pied des bénéficiaires. Les logements sociaux des mineurs à Djatoula seront bâtis au nom de Mark Bristow, le directeur exécutif de Rangold Resources qui dirige la société minière Gunkoto SA. Grande joie des candidats, donc candidats au logement, candidats au concours. Plus de 16 000 dossiers de candidature sont enregistrés à la date du 1er au 30 juillet 2014 au compte du concours national direct de recrutement dans la fonction publique de l'État. Le concours aura lieu du 8 au 18 septembre prochain. Le dépôt des dossiers vient de prendre fin. Reportage Moussa Fani. Au total, 1132 postes sont à pourvoir cette année au concours national direct de recrutement dans la fonction publique de l'État. Ces concours concernent tous les jeunes diplômés sans emploi, valides ou handicapés. Cette année, les demandes portent sur 4508. Les demandes exprimées par les départements. Or, ce qu'on peut prendre, ce n'est que 1132. Et ça, c'est compte tenu aussi de l'enveloppe budgétaire. On a 33 handicapés. Et sur les 33 handicapés, il y a 6 femmes handicapées. Je venais déposer mes dossiers de candidature pour le concours d'entrée à la fonction publique dans le domaine de la maintenance. Que le concours soit bien surveillé pour que les meilleurs puissent passer. Que tout se passe dans la transparence, que tout le monde prépare bien le concours. Les concours ne touchent pas toutes les spécialités cette année. Nous sommes venus, on nous a dit que notre diplôme ne figure pas. Ça nous a beaucoup touché. Ce qui explique cette situation, c'est qu'on ne peut pas prendre tout le monde tous les ans. Il y a des spécialités qui sont visées d'une année à une autre. Cette année, le concours porte sur 40 corps dans 18 secteurs de l'administration. Les responsables du département en charge de la fonction publique rassurent les candidats quant à la bonne organisation du concours. Le ministère en charge de la fonction publique est en train de prendre toutes les dispositions pour que les concours de cette année se passent dans les meilleures conditions de transparence et d'équité. Le concours national direct de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'année 2014 se déroulera du 8 au 18 septembre. À Bamako, le concours se déroulera au lycée Askia Mohamed, Bahamneta Diallo, au lycée technique et l'ESICA. Des centres sont également ouverts dans les régions de Kay, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao.
Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale effectue depuis vendredi une visite d'amitié et de travail à Paris. Dans la capitale française, Abdoulaye Diop a eu des entretiens avec de nombreuses personnalités, parmi lesquelles son homologue français Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. Parmi les sujets évoqués, les pourparlers d'Alger et le crash de l'avion d'Air Algérie. Le ministre Diop fait le bilan de ces entretiens au micro de notre confrère Tidjani Diallo. Je voulais d'abord saisir l'occasion de présenter toutes les condoléances aux personnes qui ont perdu aux familles des personnes qui ont perdu la vie au cours de l'accident d'avion d'Air Algérie qui est survenu au Mali il y a quelques jours. Donc naturellement, cette question était au centre de préoccupation. Et comme vous le savez, la France a perdu 54 passagers dans cet accident. C'est une grosse perte pour toute nation, en particulier la France. Et comme vous le savez, il y a quelques jours, j'étais ici à Paris pour représenter le président Ibrahim Boubacar Keïta dans le cadre d'une cérémonie organisée par le président François Hollande pour rendre hommage aux victimes, mais aussi apporter le soutien aux familles. Et en plus de ça, vous savez, le Mali a apporté un appui, en tout cas une coopération pleine et entière à tous les pays qui ont perdu des personnes dans cet accident, en particulier la France. Le deuxième point, comme vous le savez, nous avons la responsabilité au niveau du Mali de conduire les pourparlers intermaliens qui ont été ouverts le 16 juillet à Alger. Et c'est une discussion en cours. Vous devinerez aisément que cette question a été largement discutée. Nous avons partagé avec nos amis français notre analyse de la question, les avancées qui ont été enregistrées à travers la feuille de route qui a été signée en Algérie le 24 juillet et ce que cela a en termes d'implication pour arriver à un accord de paix global et durable. Et la France, qui a été aussi à la base de l'opération Serval au Mali, qui aujourd'hui se tient à côté des autorités maliennes pour une résolution de la question, voudrait être informé par rapport à cette question. Nous avons partagé nos analyses et nos perspectives par rapport à la résolution et la France nous a confortés par rapport au schéma qui a été choisi pour conduire cette médiation. Pour être tout à fait complet, sur place, le ministre Diop a rencontré la forte communauté malienne vivant à Paris. Sur le sujet, nous vous proposons le reportage de Tidjane Diallo avec la voix de Mohamed Ould Mamouni. Il s'agissait pour le ministre Abdoulaye Diop d'informer les Maliens de France sur les résultats promoteurs de la phase préliminaire des pourparlers sur la paix au Mali d'Alger. Il a également donné des explications sur les futures étapes et l'indispensable implication de tous les Maliens pour un sursaut patriotique en vue de la paix et de la réconciliation. Les débats qui ont suivi ont été intenses. Les Maliens de France ont pu exprimer l'essentiel de leurs préoccupations. Les éclaircissements du ministre ont été estimés satisfaisants. Il nous a délivré un message que nous attendions, puisque la communauté est à l'écoute de ce qui s'est passé à Alger. Il nous a informés, nous a édifiés sur le contenu des pourparlers d'Alger, du chronogramme et des conditions dans lesquelles ces pourparlers se sont passés. Nous, Maliens de France, nous sommes engagés dans ce soutien au gouvernement dans le cadre de ces pourparlers. À la suite des échanges avec la communauté malienne de France, le ministre Abdoulaye Diop a eu des séances de travail avec l'ambassadeur et le consul du Mali en France. Le ministre leur a exprimé la disponibilité et le soutien du président de la République et du gouvernement. 3 août 1914, 3 août 2014, voilà 100 ans que la Première Guerre mondiale éclatait. Vendredi dernier, il a été découvert des ossements de 5 soldats allemands, véritable devoir de mémoire. Suivez. Il y a 100 ans, le 3 août 1914, l'Allemagne déclarait la guerre à la France. Partout dans le pays, c'est la mobilisation générale. Les militaires de l'époque, loin de l'image de la fleur au fusil, savent que les nouveaux armements vont causer de lourdes pertes. Personne n'imagine ce 3 août que le front restera figé durant près de 4 ans. Le 1er août 2014, 100 ans après, on a retrouvé les ossements de 5 soldats allemands, des ossements emmêlés les uns sur les autres. Cette découverte intervient le jour du 100e anniversaire de la mobilisation. François Hollande, le président français, et Joachim Gauck, le président allemand,
ont rendu un hommage commun aux combattants des deux pays, autrefois ennemis en Alsace, au mémorial allemand, le Hartmann-Willerkopf, pour célébrer la paix. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a l'honneur de convier les présidents des partis politiques en réunion le mardi 5 août 2014 à partir de 10h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Hors du jour, information sur les pourparlers d'Alger et par le haut représentant du président de la République. Journée panafricaine de la femme, on en parle encore. La rédaction consacre ce soir un dossier sur les femmes qui évoluent dans le secteur informel. Elles sont nombreuses, celles qui ne savent pas que cette journée leur est dédiée. Cependant, des lois ont été votées pour leur épanouissement. Des milliards de francs CFA ont été investis pour le financement donc, de leurs activités grâce à l'appui des agences de microfinance. Dossier signé Alpha Maïga. Le travail. Oui, seul le travail libère l'homme, a-t-on dit. Nombreuses sont les femmes qui, les mains nues, luttent chaque jour pour leur survie. Mais nombreuses sont également ces femmes qui ignorent la symbolique de la panafricaine qui leur est justement dédiée. Nous sommes au courant de rien. Cette année, on ne nous a rien dit. Pour d'autres, oui. Avoir 3 pagnes et bien manger. On paye, on en fait un uniforme. Les 3 pagnes, ce n'est pas la femme. Aujourd'hui, pour moi, la femme, ce sont les pauvres femmes qui vendent les bananes dans le soleil. Pour moi, les femmes, ce sont les pauvres femmes qui font les mendiants au bord du goudron avec des bébés et souvent enceintes. Pour moi, c'est la femme là-bas, très loin, dans le désert, aujourd'hui, qui souffre de manque d'eau. Pour moi, aujourd'hui, la femme, c'est là-bas, derrière Caille, la femme qui cultive. Combien sont-elles ces femmes d'Afrique en général et celles du Mali en particulier qui de jour comme de nuit apportent leur pierre à l'édifice national? C'est le cas de ces femmes. On a déjà reçu des formations par les banques. Nous payons chaque jour une taxe à la mairie. Elles ne sont mobilisées souvent que pour les élections sous le soleil chaud et la pluie. Pour paraphraser l'adage Bamana, la sueur reste invisible sous la pluie. Cependant, au niveau des collectivités, les élus en savent quelque chose. Ces femmes sont plus que des chefs de famille. Ces femmes, au niveau de la commune, comme elles payent les taxes de 100 francs. En commune 2, dans l'ordre de 1000 à 2000, hein, par 1000, ça te fait 100 000. Bon, donc vous voyez que si on a 2000, ça fait à peu près dans l'ordre de 200 000 par mois. L'Assemblée nationale a voté des lois en faveur de l'épanouissement de la femme malienne. Ces lois concourent également à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Avec la loi d'orientation agricole, il est permis aujourd'hui à nos braves femmes qui quand même font de très bonnes récoltes en matière d'agriculture, de pouvoir disposer de certaines terres pour pouvoir cultiver et pour pouvoir produire. Le secteur informel en général, au niveau du commerce, il y a beaucoup de dispositions qui sont prises par rapport à l'octroi de crédit. Pour leur venir en aide, des structures de la microfinance se sont fixées entre autres missions l'autonomisation économique et culturelle. Il s'agit des finances de proximité qui répondent aux besoins de ces femmes, dont l'activité principale repose sur le secteur informel, petit commerce, restauration, vente de guingimber, entre autres. Nous avons des femmes qui se sont émancipées, qui viennent elles-mêmes de leur propre chef, qui viennent emprunter au sein de la caisse. Nous pouvons dire que les encours actuels aux femmes représentent au moins 25% des encours globaux en crédit des CAFO qui s'élèvent présentement à 24 milliards. Nous offrons des crédits spécifiques aux femmes, notamment le crédit épargne avec élégation, le crédit commercial femmes rurales, le crédit agricole femmes rurales. C'est depuis 1962 en Tanzanie que la journée de la panafricaine a été instituée.
Toujours dans le registre de la panafricaine, les femmes leaders syndicalistes de l'UNTM, en collaboration avec leurs partenaires, ont tenu une conférence de presse à la Bourse du Travail. Le thème retenu est le rôle des femmes travailleuses, leaders syndicalistes. Ce point de presse vise à faire le plaidoyer et la mobilisation sociale autour des droits des femmes. Lamine Keïta, compte rendu. Les femmes leaders syndicalistes de l'Union nationale des travailleurs du Mali restent engagées pour la promotion des droits des femmes travailleuses, d'où la tenue de ce point de presse dans la mouvance de la célébration de la panafricaine. Nous sommes venus organiser cette conférence aujourd'hui pour voir comment les femmes ont pu progresser, quel est l'état aujourd'hui des différents engagements que le gouvernement du Mali a pris par rapport à la promotion des droits des femmes travailleuses et surtout des droits des femmes de façon générale. La conférencière estime qu'il faut adapter les textes qui régissent les femmes travailleuses aux réalités sociales du moment. Nous avons soulevé aujourd'hui le problème de la pension des femmes. Vous savez qu'une femme qui meurt, sa pension pose problème. Alors que quand un homme meurt, il n'est pas difficile que la famille ou sa femme bénéficie de sa pension. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les femmes qui meurent, c'est-à-dire c'est fini pour elles, c'est-à-dire que sa famille ne bénéficie de rien. Et aussi, on pense que les femmes, du point de vue salaire, surtout pour ce qui concerne les allocations familiales, nous savons que les hommes au Mali, en tout cas dans la plupart des cas, ceux qui sont dans le secteur public, bénéficient des allocations familiales. Mais ils ne partagent pas avec les femmes. Alors que si nous savons vraiment les réalités dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, nous savons que les charges quand même du ménage, c'est vrai que sur papier c'est sur le mari, mais nous savons en réalité que ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. Donc nous avons dit qu'il faut éviter cette discrimination et traiter la femme comme si quand même elle a des charges. Et c'est pourquoi les femmes se sont engagées à mener ce combat pour que les textes qui régissent aujourd'hui la situation des femmes salariées puissent être revus et les adapter aux réalités dans lesquelles nous vivons. Le comité des femmes leaders promet de s'engager dans l'information et la formation de leurs militantes pour qu'elles comprennent leurs droits et leurs devoirs. Parlons à présent santé. La semaine mondiale de l'allaitement maternel, c'est du 1er au 7 août 2014. À cette occasion, des représentants de la Direction nationale de la santé ont tenu à faire une visite de terrain au centre de santé communautaire de Sénou. Sur place, ils ont sensibilisé les femmes sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Compte rendu, Rachel Tessougué. L'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, c'est le mot d'ordre de cette rencontre qui ouvre la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Les agents de santé présents ont sensibilisé les femmes sur les bienfaits de l'allaitement en indiquant que le lait maternel est le premier vaccin de l'enfant. Il le protège contre de nombreuses maladies. C'est l'allaitement maternel qui est le soubassement de toute vie. L'enfant qui n'est pas allaité manquera de beaucoup de choses. Hormis les maladies, c'est un enfant qui sera exposé à toutes les infections parce qu'il n'a pas reçu cette immunité qui est reçue à travers le lait maternel. Certaines femmes pensent que l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois minimise les dépenses du foyer car le lait artificiel coûte cher. Depuis la naissance de mon enfant jusqu'à aujourd'hui, mon enfant n'a bu que le lait maternel seulement. J'invite les autres femmes à donner seulement le lait maternel à leurs enfants. Comme nous savons tous, là où nous sommes, le lait coûte très cher. Durant toute la semaine, la Direction nationale de la santé, avec l'appui financier de l'UNICEF, va mener plusieurs activités de sensibilisation à travers le district de Bamako. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali a visité jeudi dernier l'école de maintien de la paix à Lyon Blondin Mbey. Cette visite a pour objectif de constater le travail que la direction et le staff de l'école sont en train d'abattre pour la formation des stagiaires africains afin de renforcer et de maintenir la paix et la stabilité en Afrique. À l'issue de sa visite, l'ambassadeur de la République populaire de Chine s'est félicité du travail réalisé. Par ailleurs, il a promis une aide conséquente de la Chine à l'école de maintien de la paix à Lyon Blondin Mbey. Voilà,
L'ambassadeur de la Chine populaire en visite à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondinbey. En 4e région, maintenant, 157 jeunes sergents de différents corps d'armée prêts à servir la patrie. C'est l'effectif de la 8e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro. La cérémonie de baptême de cette promotion fut sergent-chef Siriman Keita a regroupé les responsables militaires, civils et parents de Ségou, la correspondance de Fousseni Samaki. Cette 8e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro compte 157 jeunes sergents, dont 30 personnels féminins. Elle est baptisée promotion du sergent-chef Feu Siriman Keita du génie militaire. Au cours de cette cérémonie, les jeunes sergents ont pris l'engagement de servir la patrie avec honneur, loyauté et respect des règlements militaires. Le commandant de l'ESO a invité les jeunes à suivre l'examen de leurs parrains. Le sens de la responsabilité, le respect de l'éthique et de la déontologie du sous-officier, le don de soi-même ont été des vertus visées par cette formation. Travaillez sans complexe. L'esprit de discipline doit dominer toutes vos démarches et vous aidera sans doute à atteindre le challenge de l'excellence. Les responsables militaires ont apprécié la qualité de la formation reçue et rappelé à Youssouf Keita, major de la promotion, et ses compagnons ce que la nation malienne attend d'eux. Sachez qu'en choisissant le métier des armes, vous n'avez pas choisi la facilité, car l'État militaire nous impose des règles de comportement très strictes et un don de soi pouvant aller jusqu'au sacrifice ultime si nécessaire. C'est vrai que nous avons des sous-officiers formés dans différents cadres, mais ceux formés dans les écoles ont encore un répondant un peu plus lié au commandement que ceux que nous formons sur le tas. Donc un espoir qui se construit progressivement autour de l'armée malienne que nous percevons aujourd'hui avec la sortie de cette promotion. Depuis sa création en 2000, l'ESO a formé 1138 sous-officiers sur ces sites de l'ancien Chifinso créé par le roi d'Amonzon Diarra pour le perfectionnement de son armée en 1806. Voilà, ils sont en rang serré. Culture à présent, la fondation Ali Farka Touré a remis des instruments de musique aux artistes du nord de notre pays. C'était hier soir au cours d'une soirée de partage et de cohésion sociale qui avait pour cadre l'espace culturel Toumas ici à Bamako. Une action qui s'inscrit dans le cadre du plan quinquennal de la fondation du triprogramme Awar Ali Farka Touré. Le compte rendu de cette soirée riche en couleurs avec Modibo Soirée. C'est sur des notes musicales du nord du Mali que cette deuxième phase de don de matériel aux artistes musiciens a commencé. Une soirée qui se veut un moment de communion et de partage. Pour la circonstance, des groupes multiethniques du septentrion malien ont assuré la partie avec un guest star, le groupe Imarhan de Tombouctou. Cette soirée est dédiée surtout au partage, au brassage entre les différentes communautés du Mali et d'ailleurs. Donc cette donation a permis à certains artistes qui ont perdu leur matériel d'avoir au moins une guitare avec laquelle ils peuvent s'exprimer. La remise de matériel et autres instruments de musique à certains artistes du Mali par les partenaires néerlandais de la fondation Ali Farka Touré est la suite logique des activités commémoratives en hommage à l'artiste. Un événement marqué par l'inauguration du monument Ali Farka Touré en mars dernier à Lafiabougou pour perpétuer la mémoire et l'œuvre de la légende de la musique africaine. Aujourd'hui, il y avait 8 récipiendaires. Donc, auparavant également, on avait 10 récipiendaires. Bon, il y avait des amplis, des violons et surtout des guitares sèches, des guitares électriques et des guitares basses. Cette remise de matériel et autres instruments de musique marque ainsi la fin de la série d'activités commémoratives en hommage au monument de la musique africaine Ali Farka Touré. Culture toujours, mais cette fois-ci grand format avec le traditionnel dossier consacré à ce domaine qui nous parle aujourd'hui de Mariam Bagayogo, la chanteuse du Goussumbala, un rythme du terroir de la contrée du Bélédougou. À plus de 70 ans, la native de Kolokani qui fait encore bouger ses fans inspire la jeune génération. La femme et la musique, c'est le dossier culture de la rédaction signé Makan Diakité et Cheikh Oumar Sangare. Suivez.
Symbole de la persévérance de la femme malienne, récipiendaire de la médaille du mérite national en 1991, classée trésor humain vivant du Mali par le département de la culture en 2008 et repère de l'authenticité de la culture de Kolokani, voilà brièvement présentée celle qu'on peut, sans se tromper, qualifier de précurseur du rythme Gusumbala de la contrée du Beledougou. Il s'agit de la chanteuse traditionnelle Mariam Bakayogo. Son père chantait les zikri et sa mère animait les cérémonies traditionnelles des forgerons dans sa ville natale, Kolokani. Mais c'est après que la jeune Mariam s'initie dans l'art du son. Chez nous, les vieilles chantaient sur les rythmes de la calebasse pour encourager les pileuses de carité. Je cherchais aussi une petite calebasse pour les imiter. Cela a perduré jusqu'à ce que les gens soient intéressés par mes chants. Mariam n'est jamais passée par l'école française, mais elle a fréquenté l'école coranique pendant quelques années. La native de Kolokani participe à quelques éditions de la Biennale artistique et culturelle avec la troupe de Bamako dans la catégorie théâtre. C'est sa chanson Tiwara, chantée plus tôt et diffusée plus tard sur les antennes de la radio Soudan, qui la révèle au grand public. Je peux dire que c'est moi qui ai conçu la chanson Tiwara. Je l'ai chantée pour stimuler les braves cultivateurs de ma localité. Le rythme de Mariam s'appelle le Gusumbala, un rythme conciliant et incitatif qui fait partie des identités culturelles du Beledougou. Le Gusumbala consolide les mariages et réconcilie les enfants avec leurs parents. Il peut provoquer ou mettre fin à un conflit. En cas de combat, ces rythmes poussent les hommes à braver la peur. Le Gusumbala est destiné aux braves. Âgée de plus de 70 ans, Mariam Bakayogo garde encore une vivacité hors pair sur la scène, soutenue par un rythme sacré. C'est Dieu le Tout-Puissant qui m'a donné les secrets de mon rythme. Tout ce que lui il donne est grand. Si vous écoutez attentivement les rythmes qui me conduisent quand je monte sur le balafon, vous vous rendrez compte qu'il est sacré. Je m'inspire des fondamentaux de la contrée du Beledougou. Les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, la Corée sont autant de pays où Mariam Bakayogo a voyagé avec son Gusumbala. Mais pour elle, son plus beau spectacle a eu lieu ici, à Bamako. Un jour, j'ai joué au Palais de la Culture devant le président Moussa Traoré. Il s'est levé pour m'acclamer. Cela a beaucoup étonné le public. C'est mon plus beau spectacle. Mariam a produit officiellement 4 albums. Elle a également obtenu plusieurs distinctions. On peut citer entre autres le prix de l'agriculture offert par Toguna Agro-Industrie, le prix Tiwara obtenu lors de la rentrée culturelle de 2008 à Koulikoro et le trophée Tamani d'or en 2010. Malgré son âge avancé, Mariam Bakayogo continue de briller de par sa voix, sa vivacité et surtout son style fortement rattaché aux valeurs culturelles de sa contrée natale, le Beledougou.
Voilà, donc l'artiste Mariam Bagayogo a surtout fait bouger ces braves paysans et c'est pas Maurice Soumano qui va me démentir. Sport football, après son sacre en finale de la 54e édition de la Coupe du Mali, l'équipe de Niarela a fait le tour de la commune 2. Objectif, saluer et remercier les partenaires, notabilités et les élus communaux. Notre équipe de reportage dirigée par Abdul Karim Kaba faisait partie de la délégation. Voici son reportage. Le trophée de la 54e édition de la Coupe du Mali a été accueilli en pompe en commune 2. Les notabilités, les chefs des quartiers et les élus communaux se sont tous réjouis de cette victoire historique des 11 créateurs de Niarela. Pour remercier ces mécènes qui ont contribué à cette consécration, l'encadrement et les joueurs, plus le trophée de Dame Coupe, ont fait le tour chez ces différentes personnalités. Vous êtes jeunes, mais vous avez prouvé au su de tous les Maliens, au vu de tous les Maliens, que vous êtes capable, vous êtes là pour une victoire, vous l'avez fait. Je demanderai aujourd'hui à ces jeunes, c'est une demande, c'est une sollicitation. Je vous en prie, faites tout pour faire carrière aux 11 créateurs. Si cette coupe est là, c'est une coupe qui appartient à toute la commune, sinon à tout le district de Bamako. Nous sommes très fiers de nos enfants et nous leur souhaitons un bon vent. Partout où la délégation est passée, elle a été saluée et les mots d'encouragement n'ont pas manqué. Je suis très heureux pour vraiment cet exploit que les jeunes de Niarela ont pu vraiment faire à l'honneur des chefs de village, à l'honneur de tous les ressortissants de Niarela. Et surtout, j'ai beaucoup apprécié le président Sekou Massiré, qui est un jeune frère aussi du quartier, et avec son équipe qui l'ont entouré et qui ont collaboré avec lui dans un esprit d'équipe. Et vraiment, je ne peux que me réjouir vraiment de l'exploit. Créée en 1963, l'équipe de Niarela est devenue le 8e club à remporter au moins une fois le trophée de la Coupe du Mali. Après la Coupe du Mali, le plus difficile reste à venir, qui est la compétition africaine. Pour cela, les joueurs comptent se donner à fond pour une bonne prestation. Faire des propositions de pistes de solutions durables pour une sortie de crise au Mali et la stabilité de la zone sahélo-saharienne, tel était le thème central des journées de réflexion organisées la semaine dernière par le gouvernement. L'émission Questions d'actualité vous invite ce soir à poursuivre la réflexion avec certains invités des dites journées, notamment à travers les insuffisances du pacte national et de la décentralisation. Questions d'actualité, c'est ce soir juste après ce journal. Autre rendez-vous maintenant après la télé, côté radio. L'ORTM, c'est aussi la radio, comme vous le savez. Et c'est pourquoi, dès demain, à partir de 6h, vous pourrez suivre une nouvelle émission intitulée ORTM Matin. Alors, l'ORTM Matin, c'est de 6h à 7h25 avec beaucoup de rubriques. Boubacar Touré et son équipe vous donnent rendez-vous demain à partir de 6h donc pour le premier numéro de ORTM Matin. C'est sur le réseau synchronisé. Bon vent à cette émission. C'est la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain, 10h, 13h, vous avez rendez-vous avec Mohamed Touré et pour les éditions du soir, retrouvez Nyanya Aliou Traoré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.